Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour cette table ronde citoyen contre robot de qui l'intelligence artificielle est-elle l'allié. Donc, comme indiqué, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Larpin, directeur général adjoint de la Mutuelle nationale des hospitaliers, donc spécialisée dans les hospitaliers et les professionnels de santé. Anna Nesvijevskaya, directrice de projet chez Quinten, donc une société de conseil en data science, et également chercheuse sur l'impact du big data sur la stratégie des entreprises. Et pour finir, Laure Lucchesi, donc directrice d'Etalab, qui coordonne et gère le partage des données publiques au sein du gouvernement, donc l'open data du gouvernement. Donc voilà, merci d'être présente aujourd'hui. Je vous propose dans un premier temps de parler de l'apport de l'intelligence artificielle et des algorithmes à l'individu comme aux citoyens, avec une première question pour Madame Larpin sur les nouveaux services qui peuvent être proposés dans le secteur de la santé, des assurances qui n'étaient pas disponibles par ailleurs jusque-là, sachant que les gens sont un petit peu sceptiques face à l'usage des algorithmes au quotidien. Et donc, quoi de neuf grâce à l'intelligence artificielle? Bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? D'accord. Alors, bien sûr, nouvelle technologie, big data, on pourrait dire que c'est le nirvana pour l'assureur. Alors, pourquoi c'est le nirvana pour l'assureur? Parce que, bien sûr, la problématique de l'assureur, c'est l'asymétrie d'information entre lui et l'assuré. Et bien sûr, vous l'avez compris, le fait de pouvoir avoir une utilisation de données massives et des algorithmes qui permettent de mieux maîtriser le comportement de l'assuré, permettent à l'assureur à la fois, je dirais, d'affiner sa gamme d'offres et d'offrir des protections ajustées aux vrais besoins comportementaux de l'assuré et à la fois de maîtriser son modèle économique. Donc oui, je dirais première et de façon très positive, l'intelligence artificielle, big data, ce sont des vraies avancées pour l'assureur. Ça permet effectivement de mieux protéger, de mieux maîtriser son modèle économique. On a vraiment les deux aspects, je voudrais insister sur les deux aspects, l'ajustement des offres, des garanties aux vrais risques et la maîtrise du modèle économique pour l'assureur. Alors, vous m'aviez demandé, mais je veux peut-être dire, effectivement, même, je dirais, nous, mutuelles, donc, comment dirais-je, je suis effectivement au support d'un groupe qui a démarré avec une activité d'assurance, une assurance affinitaire au service du monde de la santé, des professionnels de santé. Et je dirais même dans cette logique affinitaire, on a fait des études avec des données structurées et non structurées pour mieux affiner le comportement de consommation en matière santé de nos professionnels de santé. Donc oui, ce sont des sciences qui sont déjà en mouvement et qui permettent d'ajuster les garanties, qui permettent d'avoir une valeur équitablement répartie entre la mutuelle et l'assuré. Alors il y a d'autres exemples que vous connaissez bien entendu qui vont très très loin dans le domaine de l'assureur et qui effectivement sont possibles grâce à cette utilisation importante de données et également grâce aux objets connectés. C'est la capacité effectivement pour un assureur de non seulement mieux connaître son comportement en matière de risque de son assuré, mais également de lui proposer de la prévention. Donc lui permettre de modifier ce comportement pour mitiguer le risque et donc baisser sa prime d'assurance. Donc ça, c'est le côté aussi vertueux que je voulais donner à cette intelligence artificielle, l'utilisation de big data. C'est que non seulement je vais connaître mon risque, mais je vais en plus aider, et c'est quand même le rôle de fond de l'assureur, comment je peux mieux protéger que d'empêcher que le sinistre ait lieu. Donc c'est tout cet aspect de prévention donc, dans la santé, mais je vais vous donner exprès un autre exemple, par exemple sur le vol. Si on peut mettre des puces électroniques infalsifiables qui permettent de repérer une voiture, eh bien ma fréquence de vol va forcément diminuer. Donc à la fois mon assuré sera satisfait, il y aura moins de tentatives de vol, ou en tout cas on retrouvera le véhicule, à la fois l'assureur que je suis sera satisfait. Donc ce sont des avancées dans l'assurance. Alors un autre secteur qui me caractérise, c'est le monde de la santé, puisque tous mes clients, c'est les professionnels de santé sur lesquels on rend des services, entre parenthèses, autres que l'assurance.
Et je voulais vous dire également que dans ce secteur de la santé, c'est incroyable les avancées qu'a pu donner l'intelligence artificielle. Je vous donne 2 exemples. En fait, on fait bouger les lignes sur la façon dont les professionnels peuvent pratiquer leur métier. On fait bouger les lignes, par exemple, sur l'aide au diagnostic des médecins, puisqu'on peut maintenant, avec l'utilisation à la fois des big data et d'algorithmes complexes, on peut aider les médecins à déceler, à affiner leur diagnostic et à déceler de façon plus précoce des maladies. Il y a des recherches et des avancées effectives, par exemple, sur le cancer. On peut également aider les médecins je donne un autre exemple d'une autre application qui fonctionne, sur l'incompatibilité des médicaments. Lorsqu'un médecin fait un diagnostic et préconise des médicaments, il n'a pas forcément en tête, alors il voit dans sa base de données effectivement l'ensemble des médicaments que prend la personne, et il y a des applications qui permettent de lui dire attention, si tu mets de l'aspirine alors que tu avais mis je ne sais pas quel médicament, ce n'est pas compatible. Donc il l'aide également, je dirais, et qui le protège dans sa responsabilité de médecin. Donc oui, il y a des belles avancées, à la fois dans l'assurance, à la fois dans la santé. Super. Et du côté de chez Quinten, peut-être que vous pourriez nous parler d'autres apports pour l'individu que vous trouvez intéressants grâce aux algorithmes, des services qui n'existaient pas jusque-là? Oui, bien sûr. C'est intéressant de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, aujourd'hui, chez Quinten, la santé représente le premier secteur d'intervention et l'assurance, avec la banque, le second. Donc, effectivement, je confirme, les opportunités sont innombrables dans ces secteurs-là, mais dans d'autres aussi. Pour revenir sur la santé, une des applications très intéressantes consiste à, par exemple, concevoir des médicaments efficaces. C'est de cibler des profils de patients sur lesquels un médicament sera plus efficace et ne va pas provoquer des effets indésirables. Historiquement, c'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Et puis, d'autres applications sont possibles, plus en amont. Pour les chimistes, on les accompagne aujourd'hui dans la conception des molécules qui seraient efficaces pour certains traitements. Ensuite, c'est vrai que nous sommes développés sur d'autres secteurs que la santé, notamment les parfums, où on peut, par exemple, accompagner les nez à concevoir des parfums qui puissent correspondre à un profil déterminé. Aujourd'hui, il faut savoir que parmi les 10 parfums les plus vendus au monde, 3 ont été conçus avec l'apport de la technologie de Quinten. Donc, même pour des métiers aussi experts que les médecins, les chimistes ou les nez, l'apport de l'intelligence artificielle est indéniable et il les accompagne dans la montée en compétence de leur propre expertise. D'autres applications sont possibles. On travaille par exemple pour l'optimisation de l'efficacité publicitaire avec des grands groupes comme M6 Publicité par exemple. Et bien évidemment, dans le monde de l'assurance et de la banque, je ne vais pas revenir sur les exemples que vous avez donnés, mais effectivement, il y a d'une part l'ensemble des problématiques de maîtrise de risque, comme l'analyse des sinistres et la prévention notamment, la fraude aussi, que ce soit en banque ou en assurance, l'anti-blanchiment ou les non-conformités des contrats en assurance. Il y a le développement commercial ou des sujets plus larges comme l'attrition, le métier équipement, l'accès aux clients, l'optimisation des campagnes marketing et autres. Et bien évidemment des sujets plus transverses qui permettent d'augmenter plus généralement la productivité pour plusieurs secteurs. Il s'agit d'accélérer les prévisions financières, par exemple. Il s'agit d'optimiser les investissements, notamment pour des fonds. On peut parler de partage de bonnes pratiques sur des réseaux d'agences. Vous voyez bien que ces sujets peuvent s'appliquer à beaucoup de secteurs et les opportunités qu'offre aujourd'hui l'intelligence artificielle sont innombrables. Disons qu'on peut partir du principe que, de façon générale, les applications peuvent permettre d'augmenter la productivité, d'une part, un sujet qui est au cœur du débat aujourd'hui, la performance de façon plus large, ou de réduire ou de prévenir le risque. Et dans la sphère publique, pourriez-vous nous parler des améliorations qu'on observe et des services qui se développent grâce à l'usage et au croisement des données entre les différentes administrations, ministères,
Moi, j'imagine bien des chatbots qui seraient accessibles 24 heures sur 24, où on pourrait poser des questions en tant que citoyen. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Laure Lucchesi, je dirige la mission Etalab. Donc vous l'avez dit, Etalab, c'est un service du Premier ministre qui est en charge de l'open data, de l'ouverture et du partage des données publiques. Donc il y a plein de données qui sont produites par les systèmes d'information de l'État et des administrations, mais qui peuvent être partagées avec tous les citoyens et avec vous tous pour que vous les utilisiez pour vos travaux, vos algorithmes, etc. C'est un premier volet. Le deuxième volet de notre action, c'est une autre mission qui est juste, qui fait aussi partie des missions d'Etalab, mais qui est placée sous l'égide de l'administrateur général des données, en gros le Chief Data Officer pour la France et pour l'action publique et le service public. Et donc là, les missions, ce sont d'améliorer les politiques publiques, l'action de l'État et le service public avec des données. Donc non seulement ouvrir ces données, mais aussi faire en sorte que les administrations elles-mêmes apprennent à se servir de ces données pour mieux orienter leur action, être plus efficaces. Et puis il y a un troisième volet de notre action qui est l'open government. J'en parle parce que ça aura de l'importance probablement un peu plus tard dans la discussion, mais c'est faire en sorte aussi que l'action publique, elle soit plus participative et qu'il y ait plus d'ouverture à la participation des citoyens, à la contribution, à l'intelligence collective. Donc, dans le domaine de la donnée, outre l'open data, effectivement, on travaille à faire en sorte que on ait une meilleure gouvernance de la donnée, que ces données elles circulent mieux entre les différents ministères pour qu'ils les utilisent, mais aussi que l'on utilise le plus possible les data science pour mieux fonder notre action. Donc, je vous donne quelques exemples. On travaille avec les services de la gendarmerie et de la police pour identifier comment mieux prédire des vols de voitures dans un département donné, à partir de l'historique des vols précédents, pour faire en sorte que du coup, on arrive à développer des stratégies de prévention pour réduire la criminalité sur ce type de vol de véhicules. Un deuxième exemple, c'est aussi dans le domaine de l'emploi. À partir de données disponibles en open data et d'autres données, on a développé un service qui s'appelle La Bonne Boîte, qui permet de prédire quelles sont, sur une zone donnée et sur une catégorie de métiers donnés, les entreprises qui, parce qu'on a détecté un certain nombre de signaux, la croissance de leur chiffre d'affaires, sont susceptibles d'embaucher sur une catégorie de métiers donnés. Donc ça permet en fait, en utilisant un petit questionnaire, d'envoyer de façon plus efficace des candidatures spontanées quand on recherche un emploi. Un dernier exemple, c'est dans le domaine de la transition énergétique. Michel, qui est là-bas dans la salle, si vous voulez lui parler après, qui fait partie de l'équipe, a pris des données disponibles en open data, des images satellites. Il a fait une classification de l'orientation des toits des bâtiments et ça a permis d'identifier, en fait, de catégoriser les toits pour savoir s'ils étaient positionnés de façon favorable ou non, pour qu'on puisse y poser des panneaux solaires en fonction de l'exposition de ces toits. À partir de ça, il a développé une petite interface de gaming où on reçoit des images et n'importe qui peut jouer sur une petite application pour identifier si le toit est bien orienté ou non, reconnaître en fait dans un modèle comment le toit est orienté. Ça permet d'éduquer un échantillon qui ensuite va apprendre et proposer du coup une classification de ces algorithmes. Et à partir d'un algorithme, d'un réseau de neurones qui était aussi disponible en open source, on a entraîné ce modèle et maintenant ça permet aussi de fournir des outils d'aide à la décision, par exemple, pour une collectivité qui veut se lancer dans une politique énergétique, de savoir si les toits dans sa commune sont bien orientés ou non. Donc voilà, ce sont des exemples d'utilisation des données et de machine learning pour améliorer le service public qui est délivré à tous les citoyens et l'action des agents publics. Merci beaucoup pour ces éclairages sur les apports de l'IA dans la sphère publique et privée. Bon, sujet un petit peu plus négatif maintenant. Dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle remplacer ou pas l'humain dans son travail ? Donc, je donne la parole tout d'abord à Quinten du point de vue du consultant. Dans quelle mesure est-ce que les algorithmes vont contribuer à l'analyse et au métier et ne sont qu'un support supplémentaire pour mieux agir au quotidien, et dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent remplacer la personne, et
quel accompagnement pour les métiers est-ce que vous proposez dans les entreprises? Disons que je partirais du principe que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, déjà. Ça peut être vu comme quelque chose d'inquiétant à partir du moment où on traite de la montée en compétences des personnes impactées, et ça c'est un vrai sujet. En revanche, l'impact n'est pas forcément négatif. Alors bien évidemment, il faut distinguer les différentes natures d'intelligence artificielle. Disons que culturellement, il est admis que l'intelligence artificielle, c'est la singularité, c'est le fait que les machines prennent la place de l'homme. Il suffit de voir les films qui transmettent cette culture-là. Matrix, Terminator, vous en connaissez beaucoup. Il s'agit dans ces cas-là de ce qu'on appelle l'intelligence forte, c'est-à-dire une intelligence capable d'apprendre et avoir des capacités d'apprentissage, disons, plus grandes que la capacité de l'homme à les contrôler. Mais aujourd'hui, quand on voit l'intelligence artificielle appliquée, il s'agit de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire des cas très spécifiques où il est possible de remplacer l'homme sur certaines tâches pour aller chercher de la performance. Et ce sont de ces cas-là qu'on parle aujourd'hui. Les exemples qu'on a cités font partie de ces applications-là. Alors, bien évidemment, parfois il s'agit de règles très simples, formulées par l'homme et appliquées par des robots ou par des algorithmes. Parfois ça va beaucoup plus loin. Parfois on s'appuie des algorithmes très complexes pour représenter un raisonnement humain, comme par exemple les réseaux neurones et autres. Et là, il faut distinguer, disons, les algorithmes qui vont aller chercher la précision, notamment la précision prédictive, et les algorithmes qui vont aller permettre d'avoir des explications au métier. Dans un premier cas, il s'agit de créer des connaissances, ou en tout cas accompagner l'homme dans sa création de connaissances, quitte à les appliquer après au profit de la prise de décision. Dans un deuxième cas, il s'agit plutôt d'algorithmes de type boîte noire, où les utilisateurs, mais pire, les concepteurs, parfois ne savent pas pourquoi l'algorithme fonctionne ou ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, c'est assez compliqué, puisqu'effectivement, la prise de décision est une résultante de quelque chose d'obscur qui ne donne pas la réponse à la question pourquoi. Aujourd'hui, quand on regarde les dernières législations européennes, on voit apparaître des notions de type droit à l'explication, c'est-à-dire qu'un citoyen a le droit de demander pourquoi l'automatisation de la décision fonctionne comme ça ou comme ça. Ce sont les balbutiements de ce type de réflexion. Et il s'agit justement de trouver un équilibre entre les algorithmes et les méthodes et les processus qui permettent à l'homme, disons, d'amplifier son expertise en s'appuyant sur des technologies nouvelles qui permettent de capitaliser, qui permettent aux hommes de ne pas répéter la même tâche plusieurs fois, qui permettent aux équipes de ne pas traiter le même sujet et de se concentrer sur l'essentiel, sur le risque ou la performance, par exemple, que je citais tout à l'heure. Et au contraire, d'aller chercher du côté des algorithmes qui permettent d'accélérer la production. Et là, c'est un autre sujet. Dans les deux cas, effectivement, on peut deviner que certains métiers vont disparaître. Est-ce que c'est un sujet nouveau? En soi, pas vraiment. Les métiers évoluent depuis des siècles. On connaît tous l'histoire de l'imprimante, on connaît tous l'histoire de l'industrialisation. Bien évidemment, il faut permettre aux experts métiers, notamment, de monter en compétences et de comprendre quelles sont les différences entre les différents algorithmes. Qu'est-ce qui crée l'essence de chacun d'entre eux et pourquoi on articule les algorithmes de cette façon-là ou d'une autre pour pouvoir accompagner la prise de décision. Tout comme, il y a quelques années, à peu près tout le monde a été obligé de se former à Internet et comprendre comment ça fonctionne. Je pense que l'intelligence artificielle fait partie de ces sujets-là et il faut que les entreprises ou l'État mettent à disposition des employés, des citoyens, des moyens pour pouvoir se former à comprendre ce genre de nouvelles démarches.
Et justement, dans ce monde en transformation, en particulier au niveau des métiers, donc c'est un phénomène qu'on a toujours connu, que ce soit avec la révolution industrielle, Internet ou beaucoup d'autres technologies. En revanche, on voit que le rythme s'accélère fortement et que d'ici 20 ans, de nombreux métiers vont disparaître et de nombreux métiers n'existent pas encore. Donc, Laure Lucchesi, petite question pour vous. Dans quelle mesure est-ce que l'État peut justement suivre ce rythme assez soutenu de montée en compétences, d'adaptation des populations, et quelles sont un petit peu vos vues sur ce sujet? Alors oui, vous l'avez dit, ce débat de est-ce que la machine remplacera les humains, il n'est pas nouveau. Dès le milieu du 19e siècle, effectivement avec le début de l'ère industrielle au Royaume-Uni, quand on avait les premières machines à tisser, ça a donné des révoltes très importantes. Donc cette crainte-là, elle a toujours existé. Là, effectivement, on arrive à un moment probablement charnière où les ordinateurs, puis les algorithmes et l'intelligence artificielle accélèrent ce débat. Et il y a en effet un certain nombre de craintes sur des risques qui sont réels, effectivement, de voir des emplois disparaître. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de la bonne boîte. Est-ce que les agents Pôle emploi n'auront plus lieu d'être et que tout sera fait par des machines pour trouver un nouvel emploi? Donc il y a effectivement des zones de risque et en matière d'emploi et en matière d'action publique, de régulation qui apparaissent. Et donc, il faut effectivement une très grande vigilance par rapport à tout ça, notamment aussi pour faire en sorte que ça ne soit pas un accroissement des inégalités. Parce que les emplois qui seront probablement, une fois qu'on aura aussi de l'intelligence artificielle forte, qui seront amenés potentiellement à disparaître, ce seront des emplois qui sont aujourd'hui des emplois d'automatisation. Donc le risque, c'est d'avoir vraiment une exclusion de certaines catégories sociales au profit d'une nouvelle élite. Qui aussi contrôle tout ça. Quand je vous regarde d'ici, si c'est vous qui faites les algorithmes de demain, je vois quand même un groupe de jeunes hommes blancs, assez peu de femmes. Donc c'est aussi un vrai sujet sur lequel il faut quand même être extrêmement vigilant et prendre en compte, puisque le risque, c'est aussi celui d'introduire certains biais dans ce que les algorithmes aussi vont pouvoir délivrer derrière comme résultat. Donc voilà, en janvier 2015, il y avait une lettre ouverte qui a été émise justement par des scientifiques, des chercheurs, Elon Musk, Stephen Hawking, qui avaient eu beaucoup d'écho, justement en appelant à prendre en compte dès maintenant les risques de ces traitements algorithmiques et les effets de ces solutions et ces impacts sur la société. Donc ce qu'il faut, l'algorithmie, elle est probablement aussi facteur de croissance économique, de progrès, mais pour ça, il est très important que les chercheurs, les scientifiques, les entreprises, le gouvernement, mais aussi les citoyens et le public prennent ensemble les décisions qu'il faut pour introduire de nouvelles valeurs, des valeurs sociales dans cette algorithmie. Y introduisent des règles morales, des règles d'éthique pour faire en sorte que, encore une fois, ce développement-là ne soit pas le fruit de l'action de certains groupes qui ne seraient pas représentatifs. Et aussi, il est vraiment important que ces questions-là, ce ne soient plus seulement des sujets de computer science, mais vraiment de faire en sorte que les citoyens et que tout le monde apprennent à comprendre le poids des algorithmes, à le réaliser, et à comprendre aussi comment ils se comportent, et à introduire les bonnes sécurités pour que derrière, effectivement, on n'ait pas un risque vraiment d'accroissement des inégalités et de dommages encore pires que cela sur la société. Et Anne Larpin, est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur les métiers qui pourraient disparaître, ceux qui n'existent pas encore? Je pense à la réalité virtuelle, peut-être que des choses se feraient dans ce secteur-là. Et pour les étudiants ici présents, est-ce que vous auriez des conseils sur l'attitude ou les compétences à avoir pour rester en phase avec le marché, sachant qu'ils postuleront à des jobs qui n'existent peut-être pas encore? Alors, merci. Je vais peut-être rebondir sur ce que mes deux collègues ont dit. Moi, je vois les choses un tout petit peu différemment. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'intervenir derrière vous parce que vous avez commencé à parler par les technos alors que moi, j'aurais envie de parler par l'usage. Donc, oui, effectivement, l'automatisation a toujours est quelque chose... on a commencé à remplacer les métiers manuels et on a automatisé des métiers manuels. Mais là, on parle de toute autre chose pour moi. On parle de métiers, entre guillemets, intellectuels, qui font appel à l'échange interpersonnel et à effectivement d'autres types de compétences. Donc pour moi,
Ça, c'est quand même un changement par rapport à la continuité d'automatisation dont vous parliez. Donc ça, j'y suis particulièrement sensible. Ensuite, oui, comment dirais-je, on a de l'intelligence artificielle pour, comment dirais-je, réduire les erreurs humaines. Alors, c'est très très bien, c'est la productivité par la réduction d'erreurs humaines, c'est très bien, mais on est humain. Et j'allais dire, un peu de philosophie, l'erreur est dans notre, comment dirais-je, pas raison d'être, mais dans notre nature humaine. Et donc, il ne faut pas non plus déshumaniser, on va dire, l'entreprise, le travail. Attention, ça c'est aussi un axe que je voulais aborder. Alors maintenant, je reprends vos questions. Votre question, c'est oui, et je parlais évidemment des secteurs que je connais. Moi, le premier métier auquel je pense, c'est les call centers. Donc les call centers, vous l'avez évoqué en parlant de la relation commerciale, etc. Les personnes qui, effectivement, permettent de nous guider, nous informer, qui sont un peu dans cette phare charnière de la relation interpersonnelle et puis d'un métier entre guillemets intellectuel. Il y a des spécialistes qui disent que 90% des effectifs vont disparaître dans quelques années, une fois qu'on va les remplacer par des robots qui maîtriseront à la fois le langage artificiel et puis effectivement qui auront, par les algorithmes intelligents, eu la capacité de répondre, je dirais, à l'ensemble des questions qui lui sont affectées. Donc oui, c'est forcément interpellant. C'est forcément interpellant parce que ce sont des métiers, effectivement, on n'a pas encore réfléchi à la façon dont on pourrait, comment dirais-je, faire évoluer les personnes qui travaillent dans ces populations. C'est quand même beaucoup de monde et il faut effectivement, vous l'avez toutes les deux bien dit, effectivement, anticiper ces évolutions avant de commencer par supprimer. Donc ça, c'était un autre message. Moi, je trouve que, alors, comment dirais-je, voilà, je suis un scientifique, actuaire, donc je suis forcément pour le fait de pour prolonger, continuer à améliorer notre connaissance des comportements, et surtout le monde fascinant du comportement de l'homme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que de comprendre comment on réagit, d'arriver effectivement à comprendre et à maîtriser les risques qui sont, je dirais, dans notre vie. Oui, bien sûr. Et pour ça, et je l'ai bien dit en première partie, c'est vraiment une chance folle que nous avons d'avoir ces algorithmes, ces utilisations de données. Ce qui me paraît important, c'est de quand même cantonner l'intelligence artificielle à effectivement des rôles bien définis. Et au-delà de la productivité, sur lequel j'émets donc des réserves, je dirais, dans la maîtrise de notre utilisation, je pense qu'il faut proposer des missions qui sont pointues, beaucoup plus pointues, et auxquelles on avait renoncé. C'est vraiment des choses que... ce qui est intéressant, c'est d'accompagner l'avancée de l'expertise et faire des choses qu'on ne faisait pas avant, plutôt que de remplacer des choses qu'on faisait avant. Et c'est là où je pense que, je dirais, on a à mettre notre intelligence et l'intelligence, je dirais, poussée par l'intelligence des robots, c'est bien accomplir des choses nouvelles, faire avancer la science et non pas forcément automatiser des choses anciennes. Voilà, ça c'est un premier point. Pourquoi ? Et vous l'avez dit également, parce que moi aussi je suis très anxieuse sur l'IA au service d'une élite de talent. Plutôt qu'au service de l'humain lambda que je suis. Alors je suis sûre que le scientifique pointu, il y trouvera son compte. Je suis sûre que l'artiste créatif, dès qu'on a un talent un peu spécifique, je suis sûre qu'on arrivera effectivement à coupler l'intelligence artificielle avec ce talent. Mais voilà, la personne juste normale, avec un corpus de talents normaux, il faut qu'il s'y retrouve aussi. Donc c'est vraiment un point de vigilance pour moi. Alors après, en matière de conseils, de peut-être la plus vieille que je suis, même sûre, à cette table, sur, je dirais, les jeunes que vous êtes pour vous lancer dans ce type d'aventure professionnelle. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut que vous agrégez au moins 2 types de compétences. Une compétence de spécialiste, oui, vous êtes sûrement intéressé par approfondir, puisque vous êtes dans cette salle, les algorithmes, le big data, et je vous encourage à le faire, c'est extraordinaire. Arriver à mettre en boîte, entre guillemets, un peu de comportement humain, je trouve que c'est très, très réjouissant. Ok, mais il faut sans doute, pour la plupart d'entre vous, la combiner avec d'autres compétences. Et dans l'entreprise, je vais peut-être faire ma vieille là-dessus, mais l'entreprise, c'est d'abord
de l'interaction entre des personnes. Et donc, les compétences de base du monde de l'entreprise, de la vie professionnelle, c'est quand même l'humain. C'est savoir travailler en équipe, c'est aligner nos intérêts dans une équipe, c'est le lien, je dirais, interpersonnel qu'on peut se faire. Et on sait bien que dans une équipe, 1 + 1, ça fait plus que 2 quand on travaille bien. Je dirais, c'est pour moi d'abord aussi, enfin, c'est aussi ce type de compétences qu'il faut que vous développez et que vous ne perdiez pas de vue. C'est ça qui fait que demain, vous pourrez peut-être devenir des managers qui maîtriseront l'intelligence artificielle parce qu'ils auront cette vue globale, cette vision stratégique qu'un ordinateur, un robot n'aura pas. Et ça sera une compétence aboutie, supérieure, une compétence de management. Alors après, je dirais, c'est effectivement donc les compétences, je dirais, très différenciantes pour moi, qui sont complètement compatibles avec l'IA, sur lesquelles je suis sûre que l'homme restera maître, on va dire, de sa création, c'est toutes les compétences qui vont surprendre et qui vont difficilement se mettre en boîte. Donc des compétences où l'intelligence émotionnelle va se combiner de façon sûrement plus compliquée avec une intelligence rationnelle. Des compétences artistiques. Voilà. Donc je voulais insister dans cette partie-là sur le mix de compétences, vous l'avez compris. Et ne pas oublier les compétences spécifiques à l'homme. Voilà, qui font son talent et qui font que justement il peut développer ce type et garder sous maîtrise ces types d'avancées. Si c'est possible de rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, je voudrais simplement faire un retour d'expérience après 200-300 projets data science qui va effectivement totalement dans votre sens. Alors bien évidemment, un data scientist, c'est quoi? C'est pas un data scientist. Ce sont des ingénieurs data, des machine learners, des architectes big data, des développeurs de data visualisation et énormément de nouveaux métiers qui doivent travailler ensemble et communiquer déjà entre eux, puisque s'ils n'arrivent pas à communiquer entre eux, le projet en soi ne peut pas avancer, mais ils sont obligés d'avoir cette compétence de communication avec les personnes du métier avec qui ils travaillent. Et effectivement, avoir ces compétences pédagogiques et de communication et comprendre qu'ils s'inscrivent dans une démarche stratégique, dans un environnement business qui dépasse souvent les compétences des data scientists. Donc effectivement, ces compétences-là sont clés. Dans un projet data, l'apport des experts métiers aussi est extrêmement important en amont des projets pour formuler les questions et les usages que vous avez évoqués tout à l'heure, et d'autre part pour s'approprier les résultats de ce type d'analyse pour pouvoir mettre en place des leviers ou transmettre des connaissances en ayant compris eux-mêmes ce qui sort de ce type de projet. Et de ce qu'on voit sur le terrain, les usages sont clés, effectivement, et les métiers évoluent assez bien dans le sens du progrès à partir du moment où ils comprennent comment les outils qu'ils ont entre les mains fonctionnent. C'est-à-dire que les experts et l'élite dont on parle ici, et potentiellement vous, cette élite doit être capable de porter le progrès auprès de ces métiers-là aussi et avoir les bonnes compétences pour cela. Laure Lucchesi, vous aviez parlé de la conception des algorithmes, parce qu'en effet, un algorithme n'est pas neutre, il n'est pas strictement la réalité, il correspond à une certaine vision des personnes qui ont conçu l'algorithme, sachant qu'ils prennent de plus en plus de place dans nos vies et que le risque de discrimination est significatif, et notamment, on pourrait imaginer dans les assurances que tout le monde paye en fonction de sa santé. Pouvez-vous nous parler de la réflexion des services publics concernant la transparence des algorithmes utilisés et l'éthique au sens large ? Alors oui, c'est une question extrêmement importante. Moi, c'est vrai que je représente l'administration, l'État. Donc, pour nous, il n'est pas question de servir un citoyen mieux qu'un autre. Tout le monde doit avoir un traitement équitable devant le service public. Donc, bien sûr qu'on peut fournir des services personnalisés avec une meilleure expérience utilisateur, un choix, une expérience facilitée et simplifiée, mais il n'est pas question d'avoir un traitement discriminant non plus parmi, dans ce qu'on déploie dans les services numériques et en utilisant les algorithmes. Et ça, c'est vraiment un point très important du point de vue de l'État,
c'est qu'on a aussi des considérations à respecter, d'équité, de justice, qui sont extrêmement importantes dans ce que l'on déploie. On réfléchit énormément à cette question de transparence des algorithmes, de capacité d'audit de ce qu'il y a derrière tous ces modèles et de rendre tout ça aussi compréhensible, encore une fois, par tous les citoyens. Je prends un exemple qui probablement parlera à pas mal d'entre vous qui avaient peut-être passé votre bac il n'y a pas si longtemps. Vous en avez certainement entendu parler. Le système admission post-bac a fait l'objet d'un certain nombre de controverses récemment, puisque beaucoup de gens ont l'impression que c'est une boîte noire, qu'on ne sait pas comment une décision individuelle derrière est fondée. Donc voilà, cette question-là, elle se pose du côté de ce que produit l'État, mais aussi du côté de ce que produisent un certain nombre d'acteurs, autres que l'État, les entreprises. On a aussi envie de savoir un certain nombre de choses et de comprendre quels sont les mécanismes qui conduisent sur un service numérique. Airbnb à vous recommander tel pricing plutôt qu'un autre, mais de comprendre quelles sont les règles derrière tout ça. Donc il y a aussi des questions de régulation qui se posent. Donc c'est tout le tout début de la réflexion sur ces questions. Un des leviers d'action qu'a l'État, c'est le règlement et la loi. Donc dans la loi pour une république numérique qui vient d'être promulguée en octobre dernier, la France, et pour le coup est vraiment en avance par rapport à beaucoup d'autres pays, a introduit ces questions de transparence algorithmique. Donc par exemple, d'abord il est interdit de fonder une décision individuelle intégralement sur un traitement algorithmique, mais si ce traitement intervient à un moment donné dans la prise de décision ou d'une recommandation qui est faite pour un service public, pour un citoyen, la loi pour une république numérique, dans l'article 4, pose ce principe que le citoyen doit être informé qu'il a fait l'objet d'un traitement algorithmique et les règles de ce traitement ainsi que ses principales caractéristiques doivent être communiquées. Donc c'est tout le début de cette réflexion sur comment on introduit une transparence dans toute cette algorithmie. Et c'est vraiment un point extrêmement important. Donc la réflexion démarre. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure d'open government. Toute la question, ça va être vraiment de comment on construit, on pose les bonnes sécurités pour qu'on n'ait pas un système dont on ne sait plus quels sont les fondements et comment on imagine des systèmes de reverse engineering, d'audit citoyen pour que l'on puisse comprendre quels sont les traitements qui opèrent dans le service public, notamment. Et je propose aux deux autres intervenantes de conclure sur la gouvernance de la donnée au sein de l'entreprise et dans quelle mesure la donnée et l'intelligence artificielle deviennent au cœur de la stratégie de l'entreprise et si on peut tout automatiser. À quel point peut-on tout automatiser, disons ? Un data scientist, par exemple, ou un PDG Bien sûr. Alors, imaginons qu'une entreprise soit un corps humain. Aujourd'hui, les derniers progrès en médecine s'appuient sur l'intelligence artificielle pour développer des médicaments, donc optimiser des fonctionnements du corps humain. Aujourd'hui, il y a des prothèses qui existent, y compris reliées au cerveau. Je pense aux prothèses des mains, aux prothèses des yeux, y compris le cœur, qui est aujourd'hui peut-être remplaçable. Demain, n'importe quelle partie du corps humain pourra être remplacée par une prothèse, sauf un organe, qui est le cerveau. Le cerveau étant en entreprise la définition de la stratégie, bien évidemment, il est compliqué de remplacer la stratégie par l'intelligence artificielle. Cependant, en termes de recherche de performance, l'intelligence artificielle peut être au cœur de la stratégie des entreprises. J'allais dire, et on a vu des robots battre des stratèges aux échecs, au Go. Donc, moi, ce sont des choses personnellement qui me font réfléchir. Et je voudrais rebondir effectivement sur la gouvernance. En comprenant et étant personnellement contente des avancées que l'État peut faire dans ce domaine, moi, je pense que c'est un sujet qui est trans-État. Je pense que c'est comme le nucléaire, qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait Hiroshima pour mettre une gouvernance internationale. Je pense que la gouvernance, elle n'est pas uniquement sur l'utilisation des données personnelles, qui est un point extrêmement clé,
mais qu'elle est sur les usages. Alors, vous me direz, Hiroshima, c'était d'abord un usage de guerre, hein, puisque c'était en 1940 la fissure dans un désert américain, et après on en a fait un usage, entre guillemets, de service. Là, on est plutôt sur un usage de service au départ. Voilà, j'aimerais être certain qu'on mette les garde-fous pour que ce service reste toujours, je dirais, maîtrisé et à l'usage bienveillant de l'homme. Et je ne vois pas comment ça ne peut pas être une gouvernance internationale, avec tous les problèmes de règles du jeu, d'abord parce qu'il n'en existe pas. Je vous ai donné l'exemple de nucléaire, mais je ne suis pas sûre que ça soit quand même d'une grande efficacité. Donc, moi, mes questionnements, c'est quelle gouvernance au sens international, quelles règles du jeu, quels moyens, quel pouvoir coercitif. J'aurais tendance à vous donner un autre exemple que je connais, c'est les normes comptables. On a mis en place une gouvernance internationale, mais c'est quand même le cadeau qu'on fait aux cabinets internationaux, parce que effectivement, elle est indépendante de tous les États, elle est indépendante de toutes les entreprises, sauf des cabinets d'audit. Et effectivement, on leur donne tous beaucoup d'argent. Donc, pour revenir sur notre sujet très sérieux, c'est comment pourrait-on effectivement mettre en place ce type de gouvernance qui dépasse le sujet évoqué, mais qui est effectivement en premier, de la protection des données des personnes, pour nous protéger collectivement de l'usage, sur la maîtrise que nous avons de l'usage de ces robots. Voilà. Je peux ajouter juste un petit point pour rebondir sur ce que vous dites. D'abord, je pense qu'il faut aussi, et je parle de nouveau du point de vue de l'administration, mais développer aussi des coopérations internationales. Donc vous l'avez peut-être vu, le président Obama a donné une à Joy Ito, enfin dans Wired, était en dialogue avec Joy Ito, le patron du MIT Media Labs. Et nous, on est en contact régulier avec la Maison-Blanche, avec les équipes qui travaillent sur ces questions, l'équipe de data science de la Maison-Blanche, les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et on est en train de réfléchir à des coopérations parce qu'on invente ensemble et on défriche tous ces sujets. On partage nos défis, on partage aussi nos victoires au fur et à mesure des avancées. Mais je pense que ces questions de coopération, avant même la question de la régulation et de la gouvernance, sont aussi très importantes parce qu'on a besoin d'apprendre les uns des autres, et c'est aussi une question de partage entre pairs, et donc on le fait avec nos homologues, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays. On travaille avec les équipes de data science de chacune des administrations du monde entier. Donc, et effectivement, ensuite, la question, ce sera celle de la régulation progressive de toutes ces questions-là. Mais là aussi, il ne faut pas non plus tout écraser en mettant des régulations trop rigides. On avancera au fur et à mesure. Voilà. J'ai un dernier message à passer, mais je vous laisse. Qui est que on recrute, et du coup, je voulais dire au tout début, mais j'ai oublié, prise par mon récit. Mais donc, on a des postes. Donc, Etalab a une équipe de data scientists qui est une petite équipe de 5 personnes centralisées. Mais on est aussi en train de bâtir un réseau dans tous les ministères, dans toutes les administrations. Donc, tous les ministères recrutent. Et on a lancé un programme la semaine dernière qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général, et qui est une sorte de promotion d'Innovation Fellows, et qui va recruter une promo de 10 leaders pionniers qui viendront aider les administrations à résoudre des défis par le numérique. Il y a beaucoup de questions de data science. Donc vous allez sur le site du gouvernement ou d'Etalab et vous tapez Entrepreneurs d'intérêt général. Il y a un appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 21 novembre. Donc voilà, il y a vraiment des défis passionnants à résoudre, donc regardez. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Donc, merci à nos 3 intervenantes pour ces éléments de réflexion et de réponse, et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous.